Mesdames et messieurs, bonjour. L'un des mensonges néolibéraux consiste à dire que la croissance économique de notre société produit une meilleure répartition de la richesse et de l'emploi. Cela est complètement faux. De même que l'accroissement du pouvoir d'un roi n'a pour effet un accroissement du pouvoir de ses sujets, c'est tout à fait le contraire. L'absolutisme du capital financier n'améliore pas la répartition des richesses et ne crée pas du travail. Ces propos sont prêtés à un certain Marcos, sous-commandant de l'armée Zapatis, et c'est un extrait de la revue Le Monde diplomatique dans sa parution d'août 1997. Bonne méditation. En cette journée du 1er juillet 2019, mesdames, messieurs, c'est la première convocation de la semaine et aussi la première convocation de ce mois de juillet. C'est un plaisir de vous retrouver. En tout cas, je suis Loukman Sanfo, président du tribunal, deux juges au siège, Bena Bougman, Geoffroy Var. Bonjour à tous les deux. Bonjour président Sanfo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougouma, bonjour président, bonjour auditeur. Mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à ce programme qui se déroule du lundi au vendredi à partir de 8h pour les directs, rediffusés les mêmes jours à partir de 22h. Merci de votre fidélité. Pas de mystère ce matin, vous êtes tous informés. Comparé devant notre tribunal ce lundi, le ministre burkinabé de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, professeur Seni Mamadou Ouedraogo, plusieurs fois attendu sur des dossiers importants de son département. L'occasion lui donnée aujourd'hui de donner de la lumière. Il sera entendu sur 4 affaires spécifiquement. D'abord, le sort réservé aux recommandations de la conférence sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l'État avec la question de la remise à plat des salaires, l'opération contrôle des diplômes des fonctionnaires qui, vous le savez, avait secoué l'actualité et inquiété plus d'un, l'organisation des concours de la fonction publique édition 2019 dont la programmation reste encore inconnue et aussi le recensement de la situation des agents de la fonction publique dont les données provisoires ont été révélées et il y a seulement quelques temps et bien d'autres dossiers en tout cas si le temps nous permet. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le président. Merci de répondre à notre convocation. C'est moi. Mesdames, Messieurs, les avant-propos tout de suite et maintenant. Merci de votre fidélité à ce programme. On passe tout de suite et maintenant la parole au juge de l'actualité Bena Bougman pour son avant-propos. Merci président. Alors aujourd'hui c'est le 1er juillet 2019, donc premier jour du mois de juillet. Le premier jour de la semaine du calendrier grégorien, nous sommes lundi. Donc je souhaite un très bon mois de juillet à tout le monde parce que c'est également le mois de la pluviométrie. Et donc, Amoré d'ailleurs on dit ça à Kiou. Donc c'est le mois de la pluie par excellence. Mais une pluie qui jusqu'à présent qui se fait attendre. Donc on espère que effectivement les choses vont être accélérées parce que bon, quoi qu'il en soit, où c'est dans d'une trentaine de jours, pour ne pas dire moins que ça d'ailleurs, parce que nous sommes déjà au 1er juillet. Donc je vais souhaiter une très bonne semaine à tout le monde, une semaine de travail, mais également d'encouragement à ceux qui attendent les résultats du baccalauréat. D'ici là, ça va être fait. Et puis bon, en même temps, ils vont rentrer en pleine vacances et puis se préparer pour ceux qui vont avoir le bac et puis aller attaquer l'université. Mais aussi beaucoup de courage à ces élèves-là qui, dans des zones compte tenu de la question du terrorisme, n'ont pas pu composer et qui risquent d'ailleurs une année blanche parce qu'après le passage du ministre, il a été révélé que certaines localités burkinabées effectivement risquent cette année blanche-là. Donc c'est avec également un pincement au cœur que ces choses-là arrivent et on les entend parler. Donc c'est encourager également ces élèves qui n'ont pas pu faire le baccalauréat dans de bonnes conditions ou dans des conditions idoines compte tenu de la situation. Maintenant, l'autre clin d'œil, lundi dernier, je parlais de la maîtrise de l'eau dans le domaine de l'agriculture. Là, il faut également insister là-dessus. L'opération Sahara est partie avec tous ses espoirs. La culture de la contre-saison au Burkina a montré ses preuves. On a presque du maïs toute l'année, on a des arachides fraîches. Ça veut dire qu'on peut faire mieux en termes de maîtrise de l'eau pour pouvoir produire, même en saison sèche. Il y a des endroits qui sont très très favorables. Sans forcément attendre même d'être dans des bas-fonds, il suffit de développer la technologie et puis on avance. Donc cette interpellation s'adresse à qui des droits et puis le reste. Pour le reste, on va se souhaiter un très bon mois de juillet et une très bonne semaine. Très bon mois de juillet également à vous et vous nous donnez l'occasion d'annoncer aux éditeurs, aux téléspectateurs que, comme chaque année, le tribunal de l'actualité part en vacances le 1er août. Donc nous sommes à 30 jours avant ces vacances du tribunal, on va dire comme ça. Geoffroy Var, c'est à vous pour votre avant-propos du jour.
Merci Président. Mon avant-propos va concerner le week-end avec le 55e sommet de la CEDEAO. C'est Mahmoud Issoufou qui est à la tête pour un an, mais c'est pas ça le plus important. Il y a des questions aussi diverses que variées, mais très importantes qui ont été abordées. La question de sécurité. Et il y a vous savez, quand c'est comme ça, les grands rendez-vous, souvent sur ces questions, on a Ouaga qui est au cœur et ça sera à Ouagadougou. Est-ce qu'on sera peut-être informé de la date pour savoir aussi comment ça va être abordé. Maintenant, l'autre grande question qui était attendue, c'est la question de la monnaie. Il n'y a pas eu de grande surprise parce que je pense qu'à Abidjan, compte déjà des gouverneurs de banque et notamment des ministres des Finances de ces différents pays-là. Et il y avait ce premier accord qui avait été trouvé sur le nom ECO et c'est ce qui a été maintenu pour samedi. Et puis bon, c'est vrai que le logo, apparemment, il n'y a pas encore forcément, il n'y a pas le dénominateur commun là-dessus. Il y a encore à s'accorder. Maintenant, dans le fond, ce qui ressort, c'est que tout le monde n'ira pas en même temps. C'est que ceux qui sont prêts iront et les autres vont suivre. Parce qu'il y a beaucoup de travail aussi à faire aussi en amont sur plusieurs questions. On sait qu'il y a des questions de dette. Il y a aussi les questions d'inflation que chaque pays doit régler. Il y a plein de petits problèmes à régler pour chacun des pays afin d'être on va dire comme ça, dans les normes pour pouvoir y entrer. Ce que je remarque, c'est que quand on prend nos pays juste à côté, la côte qui affirme beaucoup, on va dire comme ça, son caractère prêt à y entrer. Et on entendait même Alassane qui disait que son pays a déjà même près de 4 mois, alors qu'il disait que son pays remplissait déjà les conditions et tout. Pas tous les ministres s'étendent là-dessus. On a l'impression que les priorités peut-être sont ailleurs ou que on ne donne pas le détail sur les travaux qui sont en train d'être faits en interne pour pouvoir y parvenir. Je pense aussi que ça va permettre de mettre aussi de remettre le débat sur la question de l'arrimage du franc CFA, notamment à l'euro via l'ancien franc français. Le débat avait été fait pendant longtemps. Parce qu'on parle des systèmes d'échange flexibles pour cette monnaie-là, et puis il y avait le Nigeria qui avait posé la condition notamment du franc CFA et de son arrimage. On a dit que ça avait été levé, c'est ce que le ministre de la Côte d'Ivoire avait dit, ministre des Finances. Est-ce que ça sera vraiment comme ça? Est-ce que ça ne va pas clore le débat en même temps? Et puis comment le débat sera-t-il posé par après? C'est tout cela que c'est ce que les observateurs regardent. C'est une actualité que nous allons aborder. On va aborder ici. Merci à vous. J'attends bien cela. Merci à vous, juge Vara. Les questions économiques vous intéressent à plus d'un titre. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, nous allons nous entretenir avec notre invité, le ministre en charge de la fonction publique du Burkina Faso, professeur Sini Ouedraogo, avec qui nous allons revenir sur quelques points essentiels qui sont de l'ordre de l'actualité dans son département ministériel. Alors, commençons par le premier qui pourrait être le plus récent, c'est la question des concours de la fonction publique pour ce qui est de cette année 2019. Alors jusqu'ici, pas une seule date, aucun justificatif officiel, au point que l'opposition politique récemment en vient à douter de votre volonté même à recourir, on va dire, aux jeunes diplômés cette année. Alors question simple, y aura-t-il des concours de la fonction publique cette année 2019? Si oui, dans quelles conditions? En tout cas, je vous remercie de cette opportunité qui m'est donnée d'échanger avec vous et de permettre aux éditeurs d'avoir un certain nombre d'informations sur quelques politiques publiques qui sont menées dans notre département. À votre question, la réponse est simple, c'est oui. Il y aura cette année des concours dans la mesure où le Conseil des ministres a autorisé les recrutements, aussi bien pour les professionnels que pour les directs. Donc c'est un processus, les concours auront lieu. Et qu'est-ce qui explique cette omerta, on va dire comme ça, et le fait que ceux qui sont intéressés par ces concours-là ne soient pas cités jusqu'à présent? Oui, bon, je crois que vous avez vous-même entendu quelques acteurs non moins importants dans le dispositif d'organisation des concours intervenir pour faire observer qu'il y a un mouvement d'humeur au sein des DRH et que les acteurs eux-mêmes disent que c'est une coïncidence. Donc la volonté n'était pas forcément destinée à empêcher, je dirais, l'organisation des concours. Moi, je vais me réjouir de cette prédisposition d'esprit
pour espérer que avec les acteurs qui sont pluriels, parce que bon, dans la chaîne d'organisation des concours, vous avez des GRH, des policiers, des gendarmes, des enseignants, ceux qui confectionnent les sujets, ceux qui les corrigent, etc. Donc il y a plusieurs acteurs. Mais on admet que bon, les GRH, ils sont un maillon important dans le dispositif, dans la mesure où, quand vous regardez le décret de répartition des compétences interministérielles, c'est au ministère de la fonction publique que revient cette tâche, et en particulier bon, aux GRH qui sont impliqués. Maintenant, j'espère que dans le processus du dialogue constructif dans lequel le gouvernement s'est mis, on va, avec les acteurs, trouver des solutions les plus rapides pour que bon, les goulots d'étranglement sur cette question d'organisation des concours soient levés. Mais je veux rassurer les acteurs que l'engagement du gouvernement est ferme sur l'organisation des concours. Oui, effectivement, c'est très attendu parce que jusqu'à présent, c'est pas lancé, alors qu'en général, actuellement, c'est soit le problème est surtout et les uns et les autres sont en train de se préparer sérieusement. Chacun tient maintenant son récépissé, sauf qu'on n'est même pas encore à cette étape, le dépôt des dossiers. Non, bon, je veux vous rassurer pour dire que oui, c'est vrai, on a accusé un retard, mais qui est susceptible d'être rattrapé, parce que quand même, depuis l'année dernière, on a essayé d'introduire, je dirais, des réformes ou d'accélérer les réformes qui étaient déjà en cours. Donc par exemple, pour le processus de réception des dossiers, bon, l'année dernière on avait pu réceptionner les dossiers jusqu'au niveau bac. Donc le plus gros défi cette année c'est le concours niveau BBC. Bon, donc avec les dispositifs, je dirais technologiques que nous avons, bon, on est capable de rattraper le retard qu'on a accusé, surtout que bon, on a une phase aussi, bon, où il y a des corrections électroniques, etc. Donc je veux rassurer les acteurs, le temps n'est pas très compromis pour qu'on ait si peur de la tenue des concours. D'accord. Il y a une autre inquiétude, c'est par rapport aux effectifs. Alors est-ce que ça va être les mêmes effectifs? Est-ce qu'il y aura des diminutions dans certains postes, parce que bon, c'était également l'une des inquiétudes l'année dernière. Il y a des concours où on a vu que les effectifs ont été revus. C'est cette question également qui trotte dans les esprits des uns et des autres. Est-ce que ça va être toujours au même nombre ou bien Je crois que moi je vous ai suivi la semaine dernière, les commentaires que vous avez fait, bon, le jugement autour du recensement provisoire des agents publics. Je crois que c'est une question qui est intimement liée. Mais je veux commencer par dire, bon, sur le niveau de recrutement, on reste dans la même perspective que l'année dernière. Mais seulement il faut réfléchir sur, je dirais, tout le processus même de recrutement de nos agents publics, de leur redéploiement, leur maillage du territoire. Parce que c'est un gros problème qu'il va falloir. Parce qu'on ne peut pas rester dans une sorte d'habitude qui consiste à dire, bon, chaque année, il suffit de dépoussiérer les rapports en conseil ministre des recrutements, et puis on change les années, et puis on les introduit. Il faut réfléchir sur les effectifs. Et c'est cette réflexion-là qui nous a conduit à organiser le recensement. Donc l'objectif, c'est d'avoir une vraie visibilité sur les agents que nous avons par secteur, sur leur déploiement sur le territoire national, et puis maintenant la formulation des besoins de recrutement qu'il faut forcément corréler avec ceux qui doivent partir et avec la modernisation des outils de travail. Donc c'est un long processus, mais comme on n'a pas encore abouti sur le dispositif qui doit nous amener à, je dirais, mieux maîtriser ces paramètres, bon, on essaye d'aller sur les nombres, je dirais, assez réalistes. C'est pourquoi, bon, vous avez constaté que l'année dernière, on a réduit de 40% les effectifs de recrutement. Cette année, avec déjà les recensements provisoires, on voit que l'urgence, par exemple, dans des secteurs, bon, on va revenir tout à l'heure, n'est pas à des recrutements, mais plutôt à des déploiements ou à des recrutements dans d'autres secteurs, par exemple, transversaux d'appui, qui sont plus dans le besoin. Ma dernière question sur cette rubrique, quand on regarde au niveau du ministère des Enseignements, le professeur Waro était là, il y a ratio nombre d'enseignants en classe, il y a plus de 1000. La différence est à plus de 1000, il y a plus de classes
que d'enseignants. Donc, alors qu'il y a des zones où il y a plus d'enseignants que de classes. Il y a plus d'enseignants, pardon, que de classes, alors qu'il y a des localités où il n'y en a pratiquement pas. Donc, posant en même temps le problème de répartition. C'est pourquoi je posais la question de savoir, dans un domaine comme ça, où par exemple c'est déjà avéré, est-ce qu'on aura les mêmes effectifs pour cette année, ou bien ça va être rationalisé, c'est-à-dire on recrute maintenant en fonction des besoins. Je suis très sûr que si nous procédons au recrutement dans les mêmes proportions que l'année dernière, c'est sûr qu'au sein de votre tribunal ici, on fera l'objet de condamnation. Ah bon? Voilà, ça c'est presque évident. Donc, il est évident que, bon, il y a une réflexion à mener, mais il est évident, comme ça a été révélé par le rapport qui n'est qu'encore provisoire, bon, il y a, on pourrait dire a priori un sureffectif, mais bon, il faut affiner l'analyse et puis voir, mais il est clair que l'expression des besoins tels qu'ils avaient été faits ne correspond pas forcément aux besoins qui ont été exprimés ou qui existent sur le terrain. Donc bon, ça il faut regarder et puis ajuster les recrutements en fonction des besoins réels. Juge Vara. Moi, j'aurais une seule question, comme le ministre dit qu'il avait suivi notre débat la dernière fois là-dessus. Nous, on nous posait la question du recrutement social, on dit ça comme ça, au recrutement besoin. Et ce qu'on a remarqué, c'est que tout le monde est comment dire ça, habitué à ce que, venu une période, on nous donne des chiffres et puis les gens aillent déposer sans se poser la question de savoir ce qu'il y a derrière. Pour eux, l'État a obligation comment dire ça, de recruter ceux qui sortent. Voilà, et c'est pas la notion de besoin qu'on regarde. Alors que vous, c'est vrai que vous êtes des techniciens, vous réfléchissez besoin. Le politique, quand il est en campagne, lui donne chiffre de personnes à recruter. Quelquefois, il est pris à la gorge, il réfléchit prochaine campagne. Comment on conjugue tout ça? Oui, monsieur le juge, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. L'État, c'est un principe de cohésion. L'État aussi est là pour agréger les intérêts, je dirais, individuels et de ressortir, je dirais, un intérêt général qui puisse apaiser la société. Donc, de ce fait-là, même les plus grands États, quand vous regardez les procédures de recrutement, on tient compte, je dirais, de la nécessité d'apporter des réponses à des besoins sociaux. Donc, l'État, où qu'il soit, je prends peut-être le modèle qu'on a copié, même dans le modèle français, vous allez trouver qu'il y a des recrutements qui ne se font pas forcément sur la base des diplômes, qu'il y a des recrutements qui ne répondent pas forcément à un besoin. Mais parce que l'État, il est obligé de faire rêver, il est obligé aussi de donner l'espoir. Parce que vous connaissez toutes les critiques qui ont été développées sur l'école comme moyen de reproduction des classes sociales, comme l'élitisme dans les administrations publiques. C'est pourquoi, bon, il faut forcément que l'État, quelquefois, parce que c'est lui seul qui peut apporter des réponses, un certain nombre de réponses en termes de recrutement. Parce que quand vous voyez des jeunes qui, pour une ou une autre raison, ont été déscolarisés, on vit pas peut-être ça chez nous de façon accentuée, mais vous rencontrez dans les grands pays des zones où les gens sont défavorisés parce que ils y sont nés, parce que le système scolaire dans ces zones-là n'est pas aussi performant que dans d'autres zones. Donc l'État est obligé à un moment donné de donner l'espoir aux jeunes de ces zones, on dirait en difficulté. Et donc, il aura aussi quelquefois des recrutements, je dirais, pour satisfaire, mais pour donner l'espoir aussi aux uns et aux autres que l'État est là pour tous. Donc, c'est la même chose aussi chez nous. C'est pourquoi je nuançais le propos sur la question du juge Boukman en disant, c'est vrai, le rapport provisoire nous fait constater 19 000 enseignants de plus au niveau du MENA. Mais c'est pas parce qu'on a 19 000 de plus qu'on va se dire qu'on va pas recruter. Il faut recruter. Maintenant, bon, c'est à nous d'adapter c'est ce travail que nous sommes en train de faire avec le ministre Ouattara, c'est de se dire, pour les 2500 agents qui étaient prévus pour le recrutement au niveau du MENA, on va certes pas recruter forcément des enseignants, mais on regarde par exemple un segment où on sait qu'il y a un besoin. On va constater que dans plusieurs écoles, surtout dans les provinces, dans les zones reculées, on a des gens qui sont recrutés comme des bénévoles, des gardiens, des secrétaires, quelquefois des chauffeurs, des reprographes. Ils sont venus de façon volontaire dans les administrations. Même quand vous prenez les routes, vous les voyez quelquefois des jeunes qui sont assis avec des douaniers, des policiers. Voilà. Donc,
Par exemple, au niveau du MENA, il y a ces bénévoles qui, depuis des années, sont en aide à nos établissements scolaires. Donc, nous, on est en train de réfléchir à la perspective de substituer le recrutement de ces enseignants-là en apportant, je dirais, la réponse à ces gens qui, pendant longtemps, ont été aux côtés de l'administration pour lui apporter un secours. Mais je dis, c'est une réflexion qui est en cours, qui n'est pas forcément destinée à prendre uniquement ceux qui sont travaillés dans le bénévolat, mais il s'agit, par exemple, de procéder à un recrutement qui peut être un recrutement de personnel d'appui parce que le besoin à ce niveau-là, il existe. Et dernière question, est-ce que le recrutement social, comme nous le qualifions, n'est pas antinomique de la dynamique de rationalisation dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Ah non, non, je ne crois pas que ce soit forcément antinomique. Ce qui est difficile, qu'il faut prendre en considération, c'est de dire que on a un État qui a été éprouvé, je dirais pratiquement depuis 2011. Éprouvé parce que bon, on constate des dysfonctionnements récurrents dans nos administrations. Il faut pouvoir trouver des solutions à ces dysfonctionnements. Il y a la nécessité aussi, donc, comme j'ai dit, de recruter pour combler les zones qui sont dans les difficultés. Parce qu'en réalité, si vous regardez les besoins que nous avons, ce n'est pas parce qu'on n'a pas besoin de recruter, mais c'est parce que quelquefois les infrastructures d'accueil n'existent pas. Et c'est ça le problème, par exemple, au niveau de l'éducation. Si on avait suffisamment de classes dans tous les villages de notre pays, on constaterait que le nombre qu'on a aujourd'hui, il est largement insuffisant. Quand vous prenez 190 500 fonctionnaires, c'est assez modeste. Quand vous voyez des grands pays qui sont à 5 millions, 3 millions de fonctionnaires. Donc le besoin de personnel, il est là. Mais il n'y a pas d'infrastructure. Donc peut-être que dans les années à venir, la priorité peut-être doit être de construire plus d'établissements scolaires, de construire des administrations, et puis de procéder au recrutement. Et quand vous regardez, par exemple, avec notre communalisation intégrale, on voit qu'il y a un grand besoin de recrutement dans les collectivités locales, les mairies, les communes rurales, etc. Donc l'État peut, en attendant de construire des classes, peut réfléchir à l'appui de ces collectivités territoriales, parce que vous savez que pour que la décentralisation marche, il faut une forte déconcentration. Alors que le Burkina Faso a un grand gap à recruter, à résorber en matière de déconcentration. Maintenant, le vrai problème qui va se poser à ce niveau, bon, c'est qu'il va falloir recruter des Burkinabés qui veulent aller servir en province, parce que le plus gros défi aujourd'hui, c'est que tout le monde veut rester dans les zones urbaines. C'est ce que notre recensement nous a montré. Quand vous allez dans la région du Sud-Ouest, où on a moins de 7000 agents, on a moins de 6000 au nord, et qu'on se retrouve dans les zones comme celle du centre ou du nord, Waïguia, vous prenez la zone de Koudougou, vous prenez la zone de Banfora, on est entre 15 000 et 20 000 agents publics. D'accord. Monsieur le ministre, on aura le temps de venir sur ce recensement qui a donné en tout cas ces résultats. Si les juges sont d'accord, on va passer à notre volet. C'est le sort réservé aux recommandations de la conférence sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l'État. Alors, avec cette question justement de la remise à plat, voilà bien une question qui a suscité tant d'intérêt. Et à la fin des travaux, on était parti de façon consensuelle, en tout cas, que cela soit acté au plus tard, dans 5 mois. Alors, nous sommes aujourd'hui à plus d'1 an. Et quand on interroge un peu, même votre secrétaire technique, ou conseiller technique, Dr Sangaré, qui était sur notre plateau la dernière fois, alors on n'a même pas réussi à lui tirer quelque chose, tant il faisait dans la langue de bois, il présentait certains aspects même comme relevant du secret, alors que quand on écoute aussi certains partenaires sociaux, ils n'en ont cure de ce que vous en ferez, si on peut le permettre ainsi. D'autres se disent trahis. Alors aujourd'hui, faites-nous un état clair de la situation de cette conférence. Mais si, non, je ne crois pas que mon conseiller ait eu la volonté d'avoir une langue de bois sur une question. De toute façon, il n'y a aucune question qui est tabou. Sur la question de la remise à plat, il y a une question fondamentale qui s'est posée. Le Burkina a besoin d'avoir une certaine équité, homogénéité dans le traitement des agents publics ou non. La question, en tout cas, majoritaire, c'est oui. Même si on sait que, par ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord avec cet avis-là. La deuxième question, est-ce qu'il fallait préconiser des solutions pour trouver l'équité, pour rechercher l'équité? La réponse aussi, c'est oui. Il y a eu un travail qui a été fait. Le travail technique, je dirais qu'il est achevé. En tout cas, les techniciens que je vais saluer au passage
ceux du ministère des Finances, ceux de la fonction publique, ceux des partenaires sociaux qui sont impliqués, ont passé des moments très difficiles. Quelquefois, ils ont fait l'objet de menaces, vraiment des menaces assez importantes, mais ils ont tenu le cap, ils sont allés au bout. Je crois que techniquement, le travail est finalisé. Maintenant, il y a une autre phase, qui est la phase, je dirais, politico-administrative et sociale. C'est-à-dire que pour aller à la remise à plat, comme vous le dites, ou à la rationalisation du système de rémunération, c'est un ménage à plusieurs. Il faut le gouvernement, il faut les partenaires sociaux, il faut des techniciens, il faut les forces vives de la nation. Il se trouve que nous, on a suggéré, parce que nous, je crois qu'il faut bien distinguer le travail. L'aspect technique, on avait la responsabilité de conduire le processus, étant donné que ce sont les techniciens qui font le travail. Nous ne faisons que la coordination. Cet aspect-là, qui relevait de nous, est finalisé. Maintenant, il faut réunir les acteurs pour maintenant présenter les rapports et puis délibérer sur ce qui a été trouvé comme solution technique. À ce niveau-là, vous avez, certainement vous m'avez entendu, qu'il y avait une date qui avait été arrêtée. Malheureusement, parce que les conditions objectives n'étaient pas réunies, cette rencontre a dû être différée. Parce que, je le répète, les partenaires qui sont avec nous, parce que dans les acteurs de la conférence, vous savez bien qu'il y a des partenaires sociaux, ils ont fait quelques observations sur les solutions qui ont été prises au regard de l'évolution de l'actualité nationale. Et donc, ayant fait des observations, les plus hautes autorités ont estimé qu'on ne pouvait pas aller dans ces conditions alors que des acteurs assez importants du processus avaient fait des observations sur notre système. Donc, l'observation, elle a consisté en quoi? C'est de dire que, au regard d'un certain nombre de données qu'ils ont, les acteurs ont dit, nous ne souhaitons pas qu'on aille à la remise à plat avec des pertes que des fonctionnaires vont subir. Donc, les autorités nous ont demandé de prendre en charge cette observation majeure qui a été faite par les partenaires sociaux et puis de préconiser des solutions. C'est ce que nous avons fait. Et donc maintenant, les solutions qui peuvent être envisagées au regard des observations des partenaires sociaux ont été faites. Donc maintenant, sont saisies de la question les plus hautes autorités. Je crois qu'il y a un processus qui est en cours, un dialogue politique entre la majorité et l'opposition, et notamment avec les partenaires sociaux. Et donc j'ai bon espoir que nous allons être engagés à continuer le processus. Oui, moi j'avais posé une question lorsqu'on parlait précédemment de, je sais pas, on abordait, j'ai dit la question de la conjugaison du politique et du travail du technicien. Ça revient toujours, j'ai dit encore, vous êtes technicien, je ne sais pas si vous avez pris la carte du parti. Hein. Finalement, on n'a pas besoin des cartes de parti pour faire de la politique. Je vais dire que il y a un problème qui est posé. De toutes les revendications qu'il y avait, il ressortait le problème de fond, c'est qu'il y avait une certaine équité qu'il fallait défendre, il y avait un travail à faire. Et le travail devrait être structurel, on est tous d'accord. Vous faites la proposition, vous allez avec la majeure partie des syndicats, ça il faut le dire, et puis vous êtes assez large dans votre approche. Vous travaillez, mais pour atteindre les résultats, il y avait un bon travail technique à faire, mais il y avait un courage politique. Est-ce que, c'est vrai que vous êtes du gouvernement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas ce courage politique-là qui a plombé cette mise à plat dont on est en train de parler aujourd'hui? Alors que vous êtes en train de travailler, vous n'avez pas encore fini de donner les résultats de vos travaux, parce que pour moi, quand on travaille, c'est sur une photographie à un instant T qu'on veut juguler. Mais les choses ont changé, vous êtes à T+1, les choses ont même changé entre-temps pour certains qui ont eu à discuter ou d'autres qui n'ont même pas eu à discuter pendant ce travail-là. Est-ce que, de façon très honnête, il n'y a pas que le courage politique à manquer et que cela a plombé le travail que vous avez fait? Non, moi je ne veux pas poser la question à ces thèmes. Je vous ai dit, nous avons été mandatés pour faire un travail technique. On a fait ce travail technique. Il y a aussi que le gouvernement est amené à prendre en charge, je dirais, un certain nombre d'engagements qu'il a pris ou qui ont été pris antérieurement. Et la posture que le gouvernement a adoptée depuis lors
quelquefois incompréhensif, je suis d'accord, mais c'est de dire qu'avant que on arrive au bout du processus de la remise à plat, comme on dit, il faut continuer à respecter les engagements qui ont été pris antérieurement. Étant entendu que là-bas, l'hypothèse de départ sur laquelle nous avons travaillé, ce sont les engagements qui ont été pris jusque l'année dernière. Donc c'est ce travail-là qui est en train de faire. Et je vous ai dit qu'il y a des observations qui ont été faites. Parce que ça aussi, c'est une donnée importante à prendre en compte. Il y a des observations qui ont été faites par nos partenaires. Ici, est de les prendre en considération. Et c'est ce travail-là que je dis qui a été fait. Les conclusions ont été transmises aux plus hautes autorités. Maintenant, il leur appartient, à partir de, je dirais, d'un consensus large qui va être construit, de convoquer la session. Parce que bon, le tout aussi n'est pas de prendre des décisions, mais il faut tenir compte aussi de la réceptivité des décisions. Et n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte, je dirais, sécuritaire assez critique. Et donc, nous n'avons pas besoin, je dirais, de rajouter avec la fragilisation d'un pan de notre société. Mais, monsieur le ministre, le président parlait de la langue de bois de Sangaré. Vous n'y êtes pas loin. Moi, la question que je vous ai posée, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas, de façon très honnête, c'est que lorsqu'on regarde, est-ce qu'il n'y a pas un courage politique qui a manqué? Ça, c'est un. Et puis de deux, est-ce que de votre côté aussi, il n'y a pas une sincérité qui a manqué? Parce que vous dites, on vous dit d'y aller, mais les salariés veulent la garantie que rien ne sera enlevé. Comment on peut rationaliser sans rien enlever? Bon. Et vous dites que vous y êtes allé. Je sais pas quel jeu peut être possible ainsi avec ces préalables. Non, je vous dis, il y a une commande politique qui est faite. Il faut apporter d'abord une réponse technique. C'est la réponse technique qui a été faite. Ça n'a pas été assez aisé d'apporter la réponse technique. Ce pas du travail a été fait. Moi, je pense que ça, c'est déjà une première phase de gagner. Et je me rappelle que dans mes discours antérieurs, j'ai dit, de toute façon, les Burkinabés ont une seule question à se poser. Est-ce qu'ils pensent que on peut continuer à légitimer peut-être, je dirais, une certaine différence dans le corps social? S'ils estiment que la réponse est non, il faut trouver une solution. Maintenant, prendre conscience que les problèmes que nous avons ne sont pas nés d'un seul jour, ils se sont tassés sur une longue période, et puis essayer d'apporter la réponse. Maintenant, bon, la réponse doit être apportée, mais la réponse doit tenir compte aussi, je dirais, de l'environnement dans lequel nous sommes. On est dans un environnement politique, on est dans un environnement social, un environnement économique. Donc il y a des acteurs aussi. Vous avez dit vous-même, il y a des acteurs qui nous ont accompagnés dans le processus, qui se sont impliqués. Il se trouve que les décisions sont prises. Ces acteurs disent, au regard d'un certain nombre de données, nous ne voulons plus continuer dans telle condition. Bon, c'est une correspondance qui est faite, qui est adressée à l'autorité. L'autorité nous impute cette correspondance pour dire, bon voilà l'hypothèse qui est posée par une partie des acteurs, non moins importante. Nous, en tant que techniciens, c'est d'apporter une réponse technique à cette hypothèse en disant, si on prend telle hypothèse, ça doit nous aboutir telle solution, telle hypothèse, voilà ses limites, voilà, c'est bien fait. On fait le travail, on envoie au commanditaire, et maintenant, le commanditaire s'assure, il doit s'assurer que les décisions qui vont sortir de la conférence, comme on a dit, c'est un processus consensuel, ce sont des réponses qui seront appliquées. Est-ce qu'on pense que dans un contexte, comme je dis, assez difficile déjà sur le plan sécuritaire, on peut faire des réformes alors que les principaux acteurs eux-mêmes, disons à un moment donné, estiment qu'il y a des préalables à prendre en compte? On peut peut-être décider d'aller, je dirais, ça c'est le souhait que vous émettez, d'avancer sans tenir compte, je dirais, de l'opinion des destinataires de la mesure. Ça peut produire des effets, je dirais, positifs ou non. Mais imaginez l'hypothèse où vous allez de façon cavalière sans prendre en compte l'opinion de la majorité des acteurs. Les chances d'insuccès sont assez grands. Voilà. Donc,
c'est vrai, on ne peut pas, de toute façon, on ne peut pas faire une analyse de ce type-là en excluant, je dirais, la donnée politique. Mais la donnée sociologique aussi est assez importante. Et je fais observer, par exemple, que sur la question de l'obéissance des citoyens dans la société moderne, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Beaucoup de travaux qui ont été faits sur les sociétés primitives, ou je dirais traditionnelles. Il y a des auteurs comme Pierre Clastre, Étienne Labouéti, etc. Dans les sociétés modernes qui sont les nôtres, pourquoi les gens vont accepter les décisions qui vont être prises sans pour autant qu'on leur donne le droit à la participation? Est-ce qu'on va utiliser la baïonnette seulement pour dire, bon, parce que ça, on pense que c'est la solution miracle, donc on y va, ceux qui ne vont pas, il faut les mettre au fouet. Voilà, donc il y a aussi une dimension sociologique dans la démarche qui nous impose à nous assurer que les conditions objectives de la conférence sont réunies pour y aller. Oui, mais cela n'exclut pas la vérité de dire à certains que le préalable de ne rien perdre, ce n'est pas possible, c'est utopique. Monsieur Va, ce que vous dites, l'opinion que vous donnez, je ne vais pas livrer ici les solutions que la partie technique a suggérées aux autorités, mais il faut savoir que quand on prend une décision, on est, nous, en tant que techniciens, obligés d'envisager toutes les hypothèses. En se disant, ça a été évoqué pendant la conférence, si on dit personne ne paie, ça veut dire que tout le monde va au plus haut pic. Maintenant, est-ce que le Burkina Faso a les capacités financières pour assumer ce relèvement à la hausse de tous les traitements des agents publics? Évidemment que cette hypothèse-là paraît surréaliste. Maintenant, est-ce que si on ne peut pas rehausser pour tout le monde, donc ça veut dire qu'on jette le processus et on ouvre d'autres pages? Je ne sais pas, mais de toute façon, je pense que ce soit les acteurs gouvernementaux ou les partenaires sociaux, chacun doit observer que dans un certain nombre de choses qu'on vit actuellement, il y a un risque pour tout le monde. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure des concours. Si on n'organise pas les concours, c'est à peu près 1,5 million de candidats qui n'ont pas le droit de respirer. Quelle pourrait être la réaction de ces gens? Si on n'organise pas les concours, les professionnels qui doivent avancer, ils n'avanceront pas. Quelques-uns qui sont frappés par la limite d'âge, donc c'est peut-être la dernière année, ça sera fini pour eux, pour les carrières administratives. Quand on observe actuellement, on a pris un certain nombre de mesures, mais la conséquence, si vous voyez les niveaux de recrutement au niveau des professionnels, ça a un impact. Vous allez voir des corps où les gens sont 5000, mais le recrutement pour les concours professionnels, ça est devenu une portion congrue. Donc si chacun observe bien, on voit à l'hôpital, les gens sont en grève, aux finances, ça bouffe, chez moi, à la fonction publique, ça ne travaille pas, aux menaces, ça fait ceci, cela. Médecine, c'est aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Si chacun observe la conjugaison des petits effets qu'on est en train de mettre et en train de produire ces effets, et ça entraîne un bouleversement dans la démarche administrative. Alors, ce que je retiens, c'est que cette conférence de remise à plat sur le système de rémunération est un colis fragile à manipuler avec précaution. Parce que quand on écoute les scénarios, c'est pas aussi évident pour tel scénario ou pour tel scénario. Alors que vous avez dit, il y a des engagements antérieurs également qu'on ne doit pas perdre de vue. Et donc, certains avaient mis en berne leurs engagements antérieurs, attendant le résultat effectivement de cette conférence pour pouvoir réagir. Bon, après, quand l'accord a été trouvé avec les agents du MENFID, il y en a qui sont venus sur le plateau du tribunal de l'actualité presque déçus. Et donc, ils ont mis au bout du jour également les engagements antérieurs. Ils ont dit, bon, nous avions obtenu ceci en 2017, c'est en tel mois, mais bon, après on avait mis en berne, mais comme c'est comme ça, nous allons aussi revendiquer notre part. Et puis bon, là maintenant c'est devenu couteau, fourchette, machette en main pour pouvoir tailler la grande portion. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de cette situation? Parce que c'est une nouvelle donne. La fronde sociale s'est remballée après pratiquement la fin de la crise au Milfid, qui était marquée par ce conseil. Après ça, les autres engagements ont été remis au goût du jour. Et aussi, ils ont rappelé leurs engagements antérieurs. C'est ça aussi. Donc, la question de savoir aujourd'hui, finalement, est-ce que ça va continuer ou ça ne va pas continuer l'après-conférence de rémunération? Je pense que quand je faisais mes développements, je commençais par poser une question. Est-ce que les Burkinabés pensent à ce stade-là que nous devons avoir une certaine sorte d'apartheid salarial? Ou, comme dit un auteur que je n'aime pas bien, mais ça va être une réalité, il faut des esclaves aux hommes libres. Est-ce que nous pensons que c'est ça qui doit être la vérité de notre société? En tant que technicien, qu'est-ce que vous dites? Moi, je pense que, ma conviction, ma religion est faite sur cette question.
le Burkina Faso n'a pas d'autre solution que de trouver une certaine homogénéité, un principe de cohésion dans le traitement de ses agents publics. Ça, c'est une vérité à laquelle je crois. Je pense que c'est un idéal qui peut être difficilement atteint. Là aussi, je ne suis pas dans un angélisme assez débridé. Je pense que c'est une finalité. Maintenant, comment on y arrive? Ça va être difficile. Mais je ne crois pas, comme disait Albert Camus, que c'est parce qu'on est dans un excès de frustration qu'il faut verser dans le nihilisme. Aujourd'hui, moi, ce n'est pas parce qu'il peut y avoir telle ou telle considération que je dis, bon, écoutez, l'idéal auquel je pensais là, je m'étais trompé. Non, non, on n'a pas besoin de principe de cohésion. Celui qui a sa grosse machette, il part, il n'a qu'à tailler la part de Dieu. Moi, je ne crois pas à cette vertu-là. La preuve, je vous ai dit, quand on observe, si chaque score observe, il sait que même quand il gagne, derrière le gain, il perd des choses. Ça peut être en termes de charge du travail qui va être, etc., etc. Mais maintenant, on est dans un processus, comme j'ai dit, social. Moi, je comprends les opinions que les uns et les autres peuvent émettre. Mais j'ai dit, ça ne doit pas nous amener à dévier de notre objectif. Est-ce que nous croyons que la solution là, c'est d'aller vers la cohérence? C'est tout. D'accord, j'ai plus de questions. D'accord, moi j'aurais d'autres questions. Est-ce que au-delà moi je parle de manque de courage politique, je le dis de façon très claire, est-ce que au-delà du manque de courage politique qui n'a pas accompagné et qui ne vous a pas peut-être laissé tout terminer, il n'y a pas aussi le temps de latence? Parce que pour ces grosses questions-là, c'est vrai que c'est délicat les travaux qui sont menés, mais il y a beaucoup d'attentes. On a vu que lorsque c'était annoncé, il y avait beaucoup d'espoir derrière. Maintenant, ça a pris du temps, Est-ce que ça n'a pas aussi plombé, ça n'a pas fait prendre du plomb dans l'aile, notamment aux conclusions qui devraient venir? Oui, je comprends qu'il y avait beaucoup d'attentes, que la question de la remise à plat avait suscité beaucoup d'espoir. Parce qu'on vit des rêves, c'est normal. Mais je veux faire comprendre aussi que ça n'a pas été facile pour nous, les acteurs, pour les techniciens aussi de trouver. C'est pourquoi j'ai dit au passage, il faut saluer ces braves hommes et femmes qui ont bravé les menaces de toutes sortes. Je vous explique rapidement. Quand il y a eu la conférence, il y a eu des scénarios. Les techniciens sont allés travailler et en novembre, ils nous ont sorti, fin novembre, ils ont sorti des solutions. Parmi les solutions, on devait aller à la hausse, tirer tout le monde. Et puis, les résultats de ces travaux ont été présentés au comité de suivi. Même les partenaires sociaux qui étaient présents ont compris que ce n'était pas possible parce que ça nous a amené vers un accroissement de la masse salariale de 45 milliards l'an, au moins sur 3 ans avant que nous essayions de revenir dans une phase descendante. Tout le monde a reconnu objectivement, on veut la solution, mais ce n'est pas possible. Donc, il fallait aller à la réflexion. Les gens sont à la réflexion. Je veux remercier mon ami Waro, qui nous a aidés aussi avec son génie mathématique. Et puis finalement, les techniciens sont allés au travail. Et puis, bon, les scénarios qui ont été trouvés sont, je dirais, apparus plus ou moins réalistes en fonction du niveau de notre masse salariale, de nos richesses, et puis aussi de la nécessité de gommer les différences notables qui pouvaient exister entre les fonctionnaires. Donc, c'est un travail qui était long, parce que bon, ce que les gens n'imaginent pas, je présente un truc rapidement. Le travail il est divisé en deux. Il y a la partie du salaire de base. Lui, il peut être facile à faire. Mais sur les indemnités, on a une pluralité d'indemnités qui ne sont pas forcément de même nature. Et donc, sur les indemnités, ça a été plus difficile de trouver un principe de cohérence. Donc, c'est ça qui a peut-être expliqué que les gens attendent. Parce que, bon, il ne faut pas que les gens pensent que c'est les techniciens aussi qui travaillaient, là, ils avaient un bâton magique et qu'il suffisait d'aller se réunir. Et puis, les gens ont dû quelquefois difficilement passer des nuits et des nuits blanches pour pouvoir trouver des débuts de solutions. J'imagine que c'était pas facile parce que moi j'ai un petit article de nos amis de l'économiste du Faso sur les écarts de salaire et indemnité entre magistrats et agents de catégorie A, les bac plus 5. Ils sont à 49% pour ce qui est des salaires minimales, 96% différence salaire maximal, 558% indemnité minimale, 415% indemnité maximale. Bon, tout évolue comme ça. Comment on arrive à juguler ça? Vous ne voulez pas parler aussi du contenu de ce qui ressort. Comment on arrive à juguler des écarts de plus de 500%?
Non, c'est pourquoi je dis, moi je garde espoir que la conférence aura lieu. Elle aura lieu un jour. Et puis à cette conférence, les éléments vont être présentés. Parce que ce n'est pas aussi qu'on vient avec, je dirais, des solutions, je dirais, définitives. Les solutions vont être proposées aux gens, aux autres, pour que les gens observent les solutions qui ont été proposées. Et puis s'il y a la nécessité d'apporter des correctifs, des ajustements, ces ajustements vont être apportés. Mais je veux dire que si vous voyez la démarche qui a été prise en compte, on a dit une rationalisation du système de rémunération. On n'a pas dit d'égaliser. Donc ça ne veut pas dire que si la conférence avait eu lieu aujourd'hui ou demain, vous allez trouver qu'un monsieur de Bac plus 5 du ministère de la fonction publique et puis un monsieur de Bac plus 5 du ministère du commerce, ils ont le même salaire. Parce que il y a un principe différentiel qui est de mise, c'est que les gens ne font pas les mêmes suggestions. Donc comme les gens ne font pas les mêmes suggestions, il est normal que sur un certain nombre d'aspects, les gens n'aient pas les mêmes rémunérations. Ça, c'est un grand principe général qui est posé par toutes les juridictions internationales, la Cour africaine des droits de l'homme, la Cour de la CEDEAO. Quand des agents sont dans des situations différentes, ils peuvent se trouver des traitements différents. Mais maintenant, ce qu'on dit, il faut contenir maintenant les causes de frustration qui peuvent exister entre les différents agents publics. Monsieur le ministre, depuis tout à l'heure, je vous regarde et je dis, voilà bien un monsieur qui est dans des problèmes, si je peux me permettre d'être impertinent, parce que pour tous ceux qui vous connaissaient avant votre arrivée à la tête de ce département, quand on regarde votre profil, on ne doutait pas de votre capacité à apporter en tout cas une dynamique dans les changements qui sont souhaités. Aujourd'hui, quand on regarde, vous l'avez à maintes reprises dit, tout est dans les mains des plus hautes autorités. Bon, une autorité qui parle ainsi, alors on se pose la question, est-ce que finalement vos convictions dont vous évoquez tout à l'heure peut vraiment servir à quelque chose? Tout porte à croire que vous avez été mis à la touche, bon, parce que le président a foulé au pied votre technicité, il prend les décisions politiques. Aujourd'hui, tout ce que vous avez pu bâtir, pour certains, ne sert à rien. Alors, beaucoup se posent la question, pourquoi est-ce que vous ne rendez pas votre démission, alors qu'on sait clairement qu'on est dans l'impasse. Les magistrats qui disent qu'ils ne sont pas prêts à une remise à plat de leurs avantages, tout porte à croire qu'on est dans une situation où on ne peut pas s'en sortir. Est-ce que vos convictions servent à quelque chose aujourd'hui? Non, je pense que les convictions servent toujours à quelque chose. C'est avec les convictions qu'on construit les sociétés. Si vous prenez l'histoire des grands événements du monde ou des grands monuments du monde, vous verrez toute la polémique qui a tourné autour. L'un des exemples les plus illustratifs, c'est la Tour Eiffel, qui était juste fait pour des parades de quelques jours, qui s'est devenu un monument, je dirais, mondial. Au point même que ça, vous voyez, il y a une réplique de ce monument en Chine. C'est le symbole aussi de la Chine qui retrouve sa grandeur, sa splendeur. Non, je veux dire, les idées, il faut y croire. Moi, je crois à mes idées. Et j'ai dit, du reste, moi, je ne dis pas, je dirais que je suis heureux parce que au moins, même si nous on parle aujourd'hui, il y a au moins une solution technique qui a été apportée. Il y a un travail technique qui existe. C'est ça, ce n'est pas une, parce que il y a une année ou 2 ans, on n'avait pas une solution de ce genre. Aujourd'hui, on a une solution qui montre comment on peut régler, si les conditions sont réunies, la question de l'asymétrie des rémunérations. Ça, c'est un grand pas qui a été fait. Maintenant, il y a la deuxième phase du processus. C'est qu'on rentre maintenant dans l'application de ce dispositif. Maintenant, bon, comme j'ai dit, et vous-même vous avez donné des exemples, il ne faut pas croire que parce qu'on vient à des solutions, bon, tout va être facile. Voilà. Et je veux dire que ce n'est pas forcément en fuyant les problèmes qu'on arrive à les résoudre. Donc, aujourd'hui, le problème, le Burkina doit régler une grande difficulté. Les Chinois disent, si vous contournez un problème, vous le multipliez par 2. Mais au moins, si vous l'affrontez, vous le divisez au moins en 2. Donc, on a aujourd'hui l'obligation d'aller vers une solution qui existe techniquement. Maintenant, l'autre aspect, on va travailler pour y arriver. Ça pourrait être avec nous. Réaction rapide, avant qu'on passe à autre sujet, il nous reste 5 minutes. Justement, c'était un sujet qui me brûlait les lèvres parce que là aussi, ça a cristallisé les passions sur cette question. Allez-y pour la question introductive en même temps. Bon, moi, c'était par rapport à ce diplôme-là.
Voilà. On en est où? La vérification des diplômes de la fonction publique, le processus est terminé, le processus commence, qu'est-ce qui se passe? Je pense que les 4 chantiers que vous avez évoqués au début, la remise à plat, le contrôle des diplômes, le recensement, c'est des sujets qui sont tout aussi difficiles les uns que les autres. Mais on est obligé d'aller. Je vous explique sur les concours, sur les contrôles des diplômes. Bon, il y a des polémiques que ça a suscité, mais bon, nous on garde notre sérénité et puis on avance. Mais je vais dire que c'est un processus qui n'est pas simple à conduire techniquement. C'est à peu près comme la remise à plat. Parce que ça suppose qu'on ait des bases de données, etc. C'était quoi les mobiles d'ailleurs pour commencer? Parce que c'est ça. Parce que d'aucuns disent que quand on est admis à un concours, immédiatement on contrôle votre diplôme. Aujourd'hui, à se retrouver à vouloir contrôler encore les diplômes. Et puis on met sous réserve de contrôle approfondi. Voilà. Les candidats dont les noms sont admis. Oui, je vais vous dire que ça, ce sont des formules de style qui sont trouvées. L'année dernière, par exemple, nous on a saisi dans la phase pour le MENA, dans la seconde phase, on s'est retrouvé avec à peu près 8 candidats qui avaient des faux diplômes. Ça a été la puce à l'oreille qu'on avait. Bon, moi, on n'a pas communiqué, on n'est pas passé dans les médias pour dire oui, le concours du MENA cette année, on a attrapé parce que quand on a fini la première phase, il fallait la deuxième phase. On a vu qu'il y a des gens qui ont pris des diplômes d'autres personnes. Donc, quand vous voyez ça, vous comprenez que le dispositif que vous avez n'est pas forcément fiable. Donc, il faut regarder. Et donc, c'est ce processus-là qui nous a envoyé à regarder. Maintenant, quand on va regarder, on commence. Bon, c'est vrai, on dit contrôle les diplômes des fonctionnaires. Mais pour nous, c'est de contrôler tous les diplômes qui vont rentrer dans l'administration publique. Les premiers concernés, ça va être les ministres et les présidents d'institutions. On a fait une correspondance, on a envoyé au Premier ministre, qui va être la correspondance, les ministres, déjà tout le monde est interpellé. On peut nommer tout le monde comme ministre. Quelqu'un qui est allé à l'école ou il n'est pas allé à l'école, c'est un choix discrétionnaire du président. Mais nous, ce qu'on veut vérifier, si le président vous prend que vous mettez dans votre CV, que vous avez un bac, alors que vous n'êtes pas jamais allé à l'école, nous, on veut que vous nous produisez. Donc, les ministres présidents d'institutions vont être concernés. Après, ce sont les fonctionnaires qui vont être concernés. Le troisième groupe de gens, c'est tous ceux qui postulent à des marchés publics qui introduisent des dossiers. Fourniture de bureaux, ils veulent construire des bâtiments, des routes, des écoles. Les gens font un dossier technique, ils envoient des diplômes des ingénieurs, on les met dedans et puis on dit, on soumet au marché. Ce que donc on est en train de faire le travail technique, sur la base des données que nous aurons, on aura par exemple les diplômes de tous les fonctionnaires. De sorte que quand vous venez déposer un marché public, vous dites vous voulez construire la route allant dans mon village, vous produisez les techniciens. Nous, on prend le diplôme du technicien que vous avez produit. Ça nous permet de savoir est-ce que c'est un technicien de l'État que vous utilisez dans le dossier technique. Parce que la question aussi qu'on remarque là, c'est que quand les entreprises, certaines entreprises postulent à des marchés, ça veut des CV des fonctionnaires. Ça avait les diplômes de fonctionnaires. Mais maintenant, avec les bases de données que nous sommes en train de mettre, quand tu viens, tu vas venir déposer pour le marché, on prend un check, on regarde, monsieur Geoffroy on va voir est-ce que c'est quelqu'un qui est dans notre administration. S'il est dans notre administration, on va te dire non, il faut aller au privé. Parce que l'État crée la richesse par le biais des marchés publics, des travaux publics. Donc il faut créer aussi des emplois en allant prendre ceux qui sont réellement dans le secteur privé ou ceux qui viennent d'être diplômés. Donc, la logique qui est derrière, bon, les gens ramènent à une affaire d'origine, de quoi, tout ça, mais c'est plus que ce que les gens pensent et je veux rassurer que, et ça, l'intérêt que ça va nous apporter, parce que là, on est dans une synergie d'action entre le MENA, le Merci et nous, ça va permettre de mettre à jour les bases de données à l'université, dans les universités publiques et puis chez nous. Et même, tenez-vous bien, le contrôle aussi va concerner les diplômes qui sont délivrés dans les écoles privées. Alors, mais là, la machine a de la peine à avancer à cause du mouvement d'humeur des GRH. Comment est-ce que ça va se passer? Non, bon, c'est vrai, les gens en parlent, on ne communique pas beaucoup parce que aussi, il y a des échanges que nous avons. Moi, j'échange beaucoup avec le ministre Kiadien. Les Kiadiens sont très avancés. C'est nous qui sommes allés mettre des techniciens burkinabés. Mais aujourd'hui, ils sont très avancés sur le contrôle des diplômes. Ils nous envoient même les diplômes parce qu'ils ont pas mal de personnes formées à l'ENAM. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Aujourd'hui, je peux vous dire que techniquement, le dossier a beaucoup avancé.
Le dossier a beaucoup avancé techniquement. Mais la phase opérationnelle. Oui, mais quand je parle de phase opérationnelle, là, puisque ce qu'il faut mettre en ce que les gens... Bon, on n'a pas besoin de venir expliquer tout aux gens. Puisque de toute façon, si on t'attrape que ton diplôme est faux, on va te le dire. Je vais vous dire, quand vous prenez le dispositif qu'on a mis en place là, la fonction publique est dedans. Le merci, enseignement supérieur, passer là les universités. Le MENA est dedans, l'ASE est dedans. Le ministère de la Justice est dedans. Les policiers, gendarmes, ils sont dedans. Donc c'est un dispositif pluriel. Parce qu'il y a des gens qu'on va devoir aller traquer. Le ministère de la Justice va nous aider avec les gendarmes, les policiers à aller les traquer. Il y a des gens dont le contrôle des diplômes va nécessiter la présence de l'ASE. C'est pourquoi l'ASE est là. Maintenant, au niveau technique aussi, il y a un travail technique qui a été fait. Il y a eu des échanges qui sont faits dans nos administrations. C'est vrai, on ne parle pas beaucoup, mais ce n'est pas des sujets sur lesquels on parle. Mais vous allez voir très bientôt, ceux qui ont des diplômes, bons diplômes, ils seront tranquilles. Ceux qui n'ont pas de bons diplômes, ils vont être peut-être un peu inquiétés. Maintenant, toutes ces entreprises qui utilisent des diplômes de fonctionnels, ils n'ont qu'à commencer dès maintenant à songer à recruter des nouveaux jeunes. Est-ce que sur l'opérationnel, vous pourrez contrôler les diplômes qui viennent des écoles au niveau de l'international? Oui, bon, je crois que moi-même personnellement, je l'avais déjà fait quand j'étais à l'ENAM. On a eu une bonne coopération avec les gens de la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire qu'ils ont un dispositif et qu'ils sont prêts à mettre leur base de données des diplômes ivoiriens. Ils sont prêts à mettre à notre... Et puis on a contacté un grand cabinet mondialement reconnu dans la certification des diplômes parce que tous les grands pays y recourent à ces trucs-là. Donc ils vont être mis en contribution. Voilà, ça va être malheureusement le dernier mot. Geoffroy n'a pas pu prendre la parole sur ce chapitre. On aura l'occasion d'y revenir, surtout qu'on n'a pas eu le temps d'aborder le dernier point qui est le recensement des agents, qui est aussi important. On aura certainement l'occasion, mesdames, messieurs. En tout cas, tous ceux qui sont détenteurs d'un faux diplôme sont informés. Le projet n'est pas abandonné. Vous serez très bientôt inquiétés. Alors, monsieur le ministre, merci d'être passé devant notre tribunal. Mesdames, messieurs, on vous retrouve demain pour la deuxième convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.